Ouais. Bon, avant toute chose, est-ce que vous avez des questions concernant le précédent cours, concernant les démos? Non, rien de spécial. Juste un truc. Donc j'ai déjà mis la feuille d'exo de cours 6 en ligne. Elle sera un tout petit peu modifiée, je vais ajouter un ou deux exos en plus. Disons un exo qui comportera l'étoile rouge là, et un autre qui n'aura rien. Juste pour vous montrer d'autres exemples d'intégrales qui pourront, dont on pourra montrer une convergence grâce à d'autres outils comme les IPP ou des trucs comme ça. Juste pour ça. Voilà, pas grand chose. J'ajouterai pas grand chose d'autre étant donné que Adrien n'a terminé que le cours, mais c'est normal, il y avait pas mal de calculs derrière. Il a terminé le TD de cours 5. Et je pensais qu'il aurait eu le temps de démarrer le cours 6, mais finalement non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc j'en ajouterai qu'un seul exo en plus et ce sera amplement suffisant. Donc je le dis maintenant, comme ça vous le savez. Ok, bon bah je vais commencer le cours par des rappels sur le cours précédent. Et donc pour faire un rappel sur le cours précédent, donc le rouge, on va passer à travers une intégrale. Pour démarrer ce rappel, on va d'abord faire des rappels sur les lois de Biot, les règles de Biot, pardon. Donc je propose l'intégrale suivante, intégrale de 0 à plus sur 4 de tangente t sur 1 plus sinus t dt. Bon, alors la première chose maintenant, ça va devenir un réflexe. Première chose, quand on voit une intégrale, il faut se poser la question, est-ce qu'elle existe? Maintenant, ça va être le réflexe qu'il va falloir avoir chaque fois qu'on voit une intégrale. Donc cette intégrale, est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe, étant donné que le dénominateur ne s'annule pas. Sinus, ça va être une valeur qui va être ici compris, parce que je suis entre 0 et pi sur 4. Le sinus est compris entre 0 et racine carrée de 2 sur 2. Donc ça, c'est la première chose. 0 parce que sinus de 0, pi sur racine de 2 sur 2 parce que c'est sinus de pi sur 4. Okay, et donc ça veut dire que le dénominateur est compris entre 1 et 1 plus racine de 2 sur 2, ce qui fait que c'est non nul. D'accord? Ça c'est vrai. Donc, tout est dans l'intervalle 0 pi sur 2, pi sur 4 fermé. Ok? Et de plus, la tangente est également bien définie et continue. Donc ça va permettre de dire que la fonction f de t égale tangente de t sur 1 plus sinus t est continue sur l'intervalle 0 pi sur 4 fermé. Et donc, par le théorème fondamental de l'intégrale. Alors, je suis en train de me poser la question et je pense que ce sera très bien si vous m'écrivez un acronyme, pardon. Donc, si vous m'écrivez TFI, théorème fondamental de l'intégrale, de l'intégration du moins. C'est plutôt intégration que vous mettez. Donc, j'accepterai si vous m'écrivez sur une copie TFI. Donc, par ce théorème, ça me permet de dire que l'intégrale existe, ou converge, ou est bien définie. Je rappelle les différentes façons de dire, c'est soit on dit existe, soit on dit converge, soit on dit est bien définie. Les trois façons de dire sont les mêmes. Alors, ça veut dire la même chose. Ça va? Maintenant que j'ai montré l'existence, on peut essayer de le calculer. Et pour le calculer, il faut remarquer qu'on a affaire à une fraction trigonométrique, car si on change un tout petit peu ce que nous avons là, on peut se rendre compte qu'on a affaire à sinus de t sur cosinus de t fois 1 plus sinus de t. Je vais enlever la flèche, je vais mettre égal. Pi sur 4.
D'accord, donc c'est bien une fraction trigonométrique puisque c'est une fraction d'un polynôme en cosinus et sinus divisé par un autre polynôme en cosinus et sinus. Fraction trigonométrique. Ok. Quand on a affaire à une intégrale avec une fraction trigonométrique, eh ben on utilise les règles de Pioche pour savoir quel est le bon changement de variable à faire pour se ramener à une intégrale sous la forme d'une fraction rationnelle. Fraction avec ensuite les décompositions en éléments simples. Alors, bon, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que f de moins t égale moins f de t? Là, je suis en train de rappeler les règles de Pioche. La première règle, c'est ça. Est-ce que f de moins t égale moins f de t? La réponse est malheureusement non. D'accord? Donc si vous remplacez par un moins t ici, le moins sort, d'accord? Ici, il est absorbé, cosinus de moins t, c'est cosinus de t. Mais ici, vous allez sortir un moins. Et du coup, ça change l'expression, c'est pas la même. D'accord? F de moins t, ici, c'est moins sinus de t sur cosinus de t, 1 moins sinus. Alors, on est d'accord que c'est pas la même chose, finalement c'est différent, que moins sinus de t sur cosinus de t, 1 plus sinus de t. Essentiellement à cause du plus qui est devenu un moins dans le dénominateur. Bon. Mais si c'était le cas, le changement de variable qu'on aurait pu faire, c'est U égale cosinus de t. D'accord? Si ça marchait, on aurait pu faire ça. Mais ici, ça ne marche pas, donc je vais le barrer. Je ne peux pas faire ça. Ok? Deuxième chose à regarder, est-ce que f de pi moins t, c'est égal à moins f de t? Alors, voyons, si je remplace, ça fait sinus de pi moins t sur cosinus de pi moins t fois 1 plus sinus de pi moins t. Et sinus de pi moins t, c'est la même chose que sinus de t. Vous pouvez faire un petit dessin. Hop, un petit cercle. Là, disons que c'est t. Et puis du coup, pi moins t, ça veut dire qu'on est en train de faire une symétrie. Hein. Ici, voilà. Okay. Et donc vous voyez que le sinus est le même. D'accord? Donc à chaque fois que je vois sinus, je peux réécrire sinus de t. Il restera à voir ce qui se passe pour le cosinus. Et puis 1 plus sinus t. Ça va jusque-là? Là, j'ai juste remplacé sinus de pi moins t par sinus t. C'est la même chose. Par contre, le cosinus, vous voyez qu'il change de signe. D'accord? L'abscisse, c'est pas le même. Donc là, je m'en trouve avec moins cosinus de t. Et du coup, on est content parce que finalement, c'est la même expression, mais avec un moins devant. Ce qui est exactement ce qu'on veut. Ici, yes. On a bien égalité. Dans ce cas-là, le changement de variable qu'on peut faire, c'est U égale sinus t. D'accord? Alors, on va le faire. Donc ça veut dire que du, si je dérive, dérivé de sinus. Voilà. Cosinus t dt. Et donc je vous ai expliqué qu'au lieu d'écrire arc cosinus, de dériver le truc, blablabla, ce que je peux faire, c'est essayer de faire intervenir cosinus t dt dans l'expression que j'ai déjà dans l'intégrale. Et donc pour faire ça, je vais tout simplement multiplier par cosinus t ici, cosinus t ici. Dans cet exemple, c'est pas trop difficile de voir ce qu'il faut faire. Donc sinus t sur cosinus carré t fois 1 plus sinus t. Et là, on met cosinus t. Et maintenant, le changement de variable, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner intégrale. Donc, 0 à
sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc de 0 à racine de 2 sur 2, de u sur 1 moins u carré, parce que je vous rappelle que le cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. D'accord? Fois 1 plus u du. Et donc on est bien, je répète, hein, tous les sinus deviennent des u. Et le cosinus carré devient donc 1 moins sinus carré, donc 1 moins u carré. Ok? Ça va ou je réécrive un double chose peut-être. Et donc c'est gagné, on a bien ramené à une fonction rationnelle. D'accord? Fraction rationnelle. Bon, je vais juste terminer en rappelant toutes les règles de Bioch, et puis après on termine le calcul. Donc, la troisième règle de Bioch est la suivante, il faut regarder est-ce que f de pi plus t c'est égal à f de t, ou ici non. Et ça serait la troisième règle à regarder. Ici non, parce que le sinus de, si on faisait le calcul, le sinus de pi plus t c'est moins sinus de t. Donc à la place du plus, je vais avoir un moins. Par contre, pour la tangente, ça ne change rien. Donc c'est-à-dire pour le quotient qui est là, le quotient qui était là, ça ne change rien. D'accord? Donc ça ne va pas marcher, mais si ça marchait, on aurait posé u égale tangente de t. D'accord? Et enfin, la dernière règle, qu'on aurait pu aussi appliquer, que j'avais surnommé le cheat code, c'est de poser u égale tangente t sur 2. Qui n'est pas en soi, je répète, une règle de Bioch, mais qui est quand même une règle bien sympathique, parce que avec elle, on est sûr à chaque fois de changer une fraction rationnelle avec le cosinus et le sinus en une fraction rationnelle tout court. Ça va pour les rappels de règles de Bioch? Question? Donc maintenant, on va terminer le calcul de l'intégrale. Et donc je rappelle que là, si on veut calculer l'intégrale, il faut décomposer, une fois n'est pas coutume, la fraction rationnelle en éléments simples. Hein. Donc là, il faut regarder le polynôme qui est ici. Est-ce que le polynôme de degré 2 est un polynôme avec un delta négatif? Vous pouvez vous rendre compte que non, parce que vous pouvez remplacer u par 1, ça fait 0. Cette partie-là fait 0, donc ça veut dire qu'il y a une racine réelle. Okay. Si on la décompose à l'aide de l'identité remarquable a carré moins b carré, là je vais un peu plus vite sans utiliser delta, mais on pourrait utiliser delta pour avoir les racines, blablabla. Bla. Et là je vais un tout petit peu plus vite. En utilisant l'identité remarquable, j'ai u sur 1 plus u fois 1 moins u. Et le 1 plus u, je vais le mettre avec le 1 plus u qui est ici. Donc j'ai 1 plus u à la 2 fois 1 moins u. Bon, maintenant, on n'a que des polynômes de degré 1, donc la décomposition, et le polynôme qui est au-dessus de degré 1 par rapport à un polynôme de degré 3, donc il n'y a pas de polynôme tout seul. On va juste avoir toutes les fractions, et les fractions qui apparaissent sont, je le rappelle, vous faites toutes les puissances, j'ai mis x et u, vous faites toutes les puissances que vous pouvez avoir du premier polynôme qui apparaît ici, donc 1 plus u carré, vous faites toutes les puissances, donc il y a 1 plus u carré qui apparaît. Et le dernier, c'est 1 moins u. Bon, là, je peux mettre 1 moins u, u moins 1, peu importe. Je vais mettre u moins 1 ici. Ça ne change rien, c'est juste que ça va changer le signe de la constante qui est là-haut. C'est tout. Donc, alpha, bêta, gamma. Je rappelle qu'on a une décomposition comme ça, il existe des constantes, alpha, bêta, gamma, telles qu'on a cette égalité pour n'importe quel u, ici différent de 1 et de moins 1. Différent de 1 et de moins 1. D'accord? Donc je vous avais montré une méthode pour trouver alpha, bêta, gamma, il faut mettre tout sous le même dénominateur, bla bla bla. C'est pas le seul moyen, on pourrait très bien remplacer u par une valeur, genre u égale 0, et voir quelle relation on obtient. Et vous remarquerez que si je mets u égale 0, on obtient que alpha plus bêta plus gamma doivent être égal à 0. C'est juste pour le dire, c'est vrai que j'ai peut-être pas eu trop l'occasion d'en parler, mais c'est une autre façon d'obtenir des relations.
Bien sûr, ça ne va pas trop loin, hein, parce qu'à partir du moment où vous mettez d'autres valeurs de U, vous voyez qu'on se retrouve avec des équations moins gentilles, mais c'est une façon d'avoir des équations. Bref, peu importe. Là, ici, je ne vais pas vous faire tout le détail, je vais directement donner la réponse. Donc là, la réponse qu'on obtient, c'est ici 1 quart divisé par 1 plus U. Donc ici, plus moins 1 demi divisé par 1 plus U carré, plus moins 1 quart divisé par U moins 1. D'accord? Donc là, je ne fais pas tout le détail, j'ai juste balancé les valeurs de constantes. Je vous laisse comme exercice de vérifier que ce sont bien les bonnes constantes. Au passage, j'ai utilisé ça. J'en avais parlé juste avant de parler de l'examen, donc pour 5, deuxième partie. Ok, puis maintenant que j'ai ça, pour donner une primitive de ça, c'est facile. Le premier, ça va donner 1 quart de ln de 1 plus u. D'accord, dérivé de 1 plus u, c'est 1. Donc, tout va bien. Le deuxième, là, c'est quelque chose de la forme moins 1 sur x carré. Primitive de moins 1 sur x carré. On a beau le dire, mais ça ne va pas rentrer. 1 sur x, ouais, c'est ça. Donc ça va me donner 1 demi plus 1 demi de 1 sur 1 plus u ici. Je peux remplacer x par 1 plus u. Et enfin, le dernier, ça va redonner un ln, donc moins 1 quart de ln de... Alors là, par contre, je vais quand même faire juste attention à un truc. Les valeurs qui sont ici sont comprises entre 0 et 1, c'est-à-dire que si je fais u moins 1, ça fait un truc négatif. Donc je vais mettre une valeur absolue. Je pourrais mettre une valeur absolue à 1 plus u aussi, hein, si je veux, mais je ne l'ai pas mise parce que, bon, bah là, les valeurs que j'ai, elles sont bien plus grandes que 0, tout va bien. Voilà, puis maintenant j'ai la primitive, j'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut conclure le calcul. J'ai une primitive, il n'y a plus qu'à calculer en ça, moins calculer en ça. C'est bon? Donc c'est juste pour vous rappeler la technique de calcul une fois qu'on a fraction rationnelle. Ok. Donc voilà, ça c'était, bon, en dehors du rappel sur ce théorème fondamental de l'intégration, c'était essentiellement des rappels sur les règles de Bioch. D'accord? Maintenant je vais faire un rappel sur ce qu'on a vu du cours 6 pour l'instant. Et je vais prendre comme exemple l'intégrale sur laquelle je vous ai laissé la semaine dernière. C'est-à-dire l'intégrale de Dirichlet. Intégrale de 0 à plus infini, sinus t, t, dt. Alors je rappelle qu'une intégrale impropre, c'est une intégrale telle que il n'y a aucun problème dans l'intervalle ouvert, les seuls problèmes qui apparaissent, c'est au bord. D'accord? Donc la fonction est continue. Donc on a une intégrale impropre. C'est-à-dire que la fonction f de t égale sinus t sur t est bien définie. On peut même préciser continue sur R plus étoile. Les seuls soucis sont au bord. D'accord? Je vous refais penser à l'exemple que j'avais donné, le contre-exemple plutôt que j'avais donné, l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x carré. Là, il y a un problème en 0 qui est à l'intérieur de l'intervalle, donc on considérera que cette intégrale n'est pas impropre et n'existera pas. Quand je le refais, je le dis juste à l'oral. C'était l'autre exemple que j'avais donné. Bon. Alors, pour montrer que cette intégrale existe, on avait vu différentes façons de faire. Et la définition, hein, d'abord, je vais rappeler la définition. La définition de dire qu'une intégrale existe, ou converge, etc., précise, c'est de dire si la limite, quand x tend vers le bord, l'un des deux ou les deux, parce qu'il faut regarder, là ici il y a un problème de deux,
Donc il faut regarder ici. Je vais prendre une valeur à l'intérieur de l'intégrale, je peux choisir n'importe laquelle, je vais choisir 1. Pourquoi pas. Alors, dire que l'intégrale de 0 à plus infini de sinus t sur t de t existe, c'est la même chose que de dire que la limite, quand x tend vers 0, x positif, l'intégrale de x à 1 dt, et limite, quand x tend vers plus infini, de 1 à x. Bon, je pourrais mettre autre chose que x pour le deuxième. J'ai mis la même, donc je ne suis pas obligé. Donc dire que ça existe, c'est dire que ces deux limites existent et sont finies. D'accord? Donc, s'il y avait un problème qu'à un seul des deux bords, j'aurais juste besoin de l'écrire pour un seul des deux bords. J'aurais mis l'intégrale de a à x, par exemple, doit avoir une limite quand x tend vers b. Ok? Si j'avais juste ça. Si c'était en a, j'aurais mis l'intégrale de x à b. Il faut faire tant x vers a. Et là, quand on a un problème aux deux bords, on prend un élément au milieu dans l'intervalle. Donc là, j'ai pris 1. Et puis, il faut regarder ce qui se passe quand on s'approche de 0 et quand on s'approche de plus infini. Donc voilà, donc dire qu'une intégrale existe ou converge, ça veut dire ça. Ça va pour ce rappel? Et puis on a vu également, avec cette définition d'existence et tout ça, des critères qui permettaient de voir si l'intégrale converge ou pas, des 2-3 outils. Alors notamment un outil, c'était avec les équivalents et tout ça. Je vais y revenir dans un instant, mais parce que je ne vais pas le donner tout de suite. Mais ce que j'aimerais donner, c'est d'abord le critère de Riemann. Rappeler le critère de Riemann pour les intégrales, car on va en reparler aujourd'hui, pour pouvoir montrer le critère de Riemann sur les séries. Alors le critère de Riemann, intégrale. Je rappelle son énoncé, il dit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x puissance alpha existe si et seulement si alpha est plus petit que 1, et l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur x puissance alpha dx existe si et seulement si alpha est plus grand que 1. D'accord? C'est ça que disait ce critère de Riemann. Attention. Merci. Ça va jusque-là ou pour l'instant? Donc une possibilité, c'est d'essayer de comparer sinus t sur t. Et quand je dis comparer, ça veut dire est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est un petit taux ou est-ce que c'est un grand taux de quelque chose pour lequel l'intégrale converge? Donc un petit taux ou que l'un de quelque chose qui s'écrirait comme ça. Ok? Alors on peut regarder ce qui se passe en zéro dans un premier temps. On va faire tout de suite. Alors, rappel du tout premier cours. Pour le coup, je vais faire à la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t. Comment je fais? Non, gendarme, ça va pas trop bien marcher. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de regarder ce qui se passe quand t tend vers 0. Et 1 sur t, c'est ça que tu veux faire, les gendarmes, en 0, ça pose problème. En plus infini, oui, ça marche. Mais en 0, ça marche pas. Règle de l'hôpital. Voilà, règle de l'hôpital. Pourquoi? Parce que bon, là, les deux fonctions n'ont pas... Enfin, leur limite, c'est 0. Les deux. Donc on a un petit problème, hein, 0, 0. Bon, bah, pour s'en sortir, les deux fonctions étant dérivables, je les dérive. Et en fait, on voit que cette limite, à condition que la deuxième limite existe, et elle va exister, ça va être la dérivée de sinus sur la dérivée de t. Et la deuxième existe bien, pas de problème. Et quand t tend vers 0, ça tend vers 1. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, finalement, est prolongeable par continuité. Donc elle est, si je veux, je peux dire qu'elle est continue en 0. Puisque j'ai été capable de trouver une limite quand t tend vers 0.
de cette fonction. D'accord? Donc on se rend compte que f, je vais écrire f de t sinus t sur t, et normalement le bon terme c'est de dire que c'est prolongeable par continuité. Alors pourquoi je précise vraiment prolongeable par continuité? Parce qu'a priori je ne pourrais pas faire le calcul en 0. 0 sur 0, vous n'êtes pas content normalement. Hein. Donc a priori je ne peux pas faire le calcul en 0. Mais là avec la limite, si je dis que la fonction vaut exactement la valeur de la limite en 0, bon bah je prolonge. D'accord? Ce que je fais, c'est que je fais vraiment en sorte. C'est comme si là, si je regardais la courbe de ma fonction elle ressemblerait à quelque chose comme ça. J'exagère peut-être un peu. Mais vous n'avez pas la valeur en 0. Mais par contre, vous avez vu que la limite c'est 1. Là, ce que je peux faire, c'est dire qu'en 0, ça vaut 1. Je peux juste dire, je prends la fonction et je lui impose à ce que, pour que ça reste continu, à ce que la limite, ça soit exactement f de 0, si je veux. Je veux définir f de 0 comme étant 1. Donc en 0, en disant, en imposant, je vais préciser en imposant, f de 0 égale 1. Je précise en imposant, hein, parce que vous pourriez bien faire un autre choix si vous voulez. Mais là, l'idée, c'est qu'on peut faire en sorte qu'on ait toujours continuité en précisant ça. Alors, le fait de dire ça me dit que ma fonction est donc finalement continue en 0,1 fermé. F est continue en l'intervalle fermé 0,1. Et donc, par le théorème fondamental de l'intégration, TFI, j'en conclus que l'intégrale existe. L'intégrale de 0,1 sinus t sur t existe. D'accord? Donc là, j'ai utilisé la règle de l'hôpital, mais un autre moyen de l'utiliser, ça aurait pu être les équivalents. Sinus de t est équivalent à t. En t tend vers 0, je vous rappelle, hein, c'est du développement limité, ou si on veut oublier la règle de l'hôpital, je peux faire ça. D'accord? Et si je divise par t, et là je suis en train de dire que sinus t sur t est équivalent à 1, quand t tend vers 0, et 1, bah, c'est t puissance, c'est 1 sur t puissance 0. D'accord? Ça je peux dire que c'est 1 sur t puissance 0, et 0 c'est bien quelque chose de plus petit que 1. Donc on peut utiliser le critère de Riemann pour conclure. C'est-à-dire pour dire la même chose à la fin. Donc c'est juste pour vous montrer une autre façon de faire, différente que de regarder la limite, parce que généralement la limite c'est pas toujours quelque chose d'aussi gentil que ce qu'on vient d'obtenir, hein, d'accord? Généralement il faut mieux essayer de regarder ce qui se passe avec les équivalents. C'est pour ça que je vous le montre. Mais... Bon, et maintenant la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui se passe en plus infini? Et là normalement en plus infini, bah oui, vous pouvez me dire que ça tend vers 0 avec le gendarme, d'accord, mais c'est pas pour autant que l'intégrale existe. Vous voyez 1 sur t, 1 sur t, pensez à 1 sur t en plus infini, l'intégrale diverge. C'est du ln, d'accord? Je le rappelle, hein, c'est le critère de Riemann, hein, alpha égale 1, donc ça diverge, ok? Donc c'est pas forcément une bonne idée juste de savoir que ça tend vers 0. Alors on pourrait très bien me dire, c'est pas faux, je vais puisque c'est un peu ça que vous voulez faire du gendarme. Faire du gendarme, c'est dire que ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur t, quand t est positif. Donc j'ai pas besoin de savoir, là je mets des valeurs absolues, donc j'ai pas besoin de savoir, je peux mettre juste 0, c'est bon. Donc je sais que cette fonction elle est comme ça. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire, par définition du grand taux, ça veut dire que ça, quand t tend vers plus infini, je peux écrire que c'est un grand taux de 1 sur t. C'est vrai? Enfin, d'accord? Mais 1 sur t, ça donne une intégrale qui diverge. Donc ça ne me donne aucune information sur lui. Parce que là, je suis juste en train de dire que je peux dominer ma fonction par 1 sur t. Dominer ma fonction par quelque chose qui diverge. Ça ne donne aucune information, d'accord? Si j'avais dominé par quelque chose qui converge, d'accord.
Mais si je domine par quelque chose qui diverge, ça ne marche pas. D'accord? Donc, pas d'information, je vous dis. Donc ça marche pour converge. Ouais, ça marche pour converge, mais ça ne marche pas pour diverge. Car 1 sur T n'est pas, on ne donne pas, je vais plutôt écrire l'intégrale, car l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur T diverge. C'est comme si tu me disais, la suite, si on parlait de suite, c'est comme si tu me disais la suite qui vaut toujours 1 est inférieure ou égale à n. Bah, la suite qui vaut toujours 1 converge vers 1. D'accord? Mais si j'oublie qu'elle converge vers 1, je te dis juste, je prends une suite qui est inférieure ou égale à n, je vais montrer que la suite converge. D'accord que dire que c'est inférieur ou égal à n, ça ne m'aide pas. Il peut se passer n'importe quoi, je peux avoir racine carrée de n par exemple. Ça va diverger. Ou je peux avoir 1, comme je viens de le donner, et ça converge. Donc ça me dit absolument rien de dire d'être inférieur à quelque chose qui diverge. Ça va? Enfin, j'espère l'avoir convaincu. Bon, alors dans ce cas-là, on a d'autres techniques pour savoir si l'intégrale converge. Alors les autres techniques, c'est d'abord le changement de variable. Je ne vais pas rappeler la formule ici. D'accord? Donc le changement de variable, je vous rappelle que si, en fait, il y a une équivalence, donc si vous faites un changement de variable et que vous arrivez à montrer que l'intégrale avec le changement de variable converge, alors l'intégrale de départ converge, et c'est équivalent. C'est-à-dire si votre intégrale de départ converge et que vous faites un changement de variable, l'intégrale que vous allez obtenir converge également. D'accord? Avec la condition du mot alambiqué qui était, je le redis, c'est un difféomorphisme. Voilà. Il faut faire attention à ce que je promets, finalement. Mais bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, ça peut être une option. Mais ici, faire un changement de variable, ça ne paraît pas très clair de quel changement de variable on pourrait faire. Peut-être que vous avez envie de faire sinus t à la place. Mais sinus t, là, le t, il va vers plus infini. Hein, donc c'est pas bijectif, il n'y a pas... Pour un certain difféomorphisme, c'est compliqué, quoi. Enfin, pour quelque chose qui doit vérifier que la dérivée ne s'annule pas, blablabla, ça ne va pas le faire. D'accord? On n'a pas une bijection. C'est problématique. Une autre option, ça serait l'intégration par partie. Et là, l'intégration par partie, là, si on la fait bien, tout dépend si on la fait bien ou mal, si on la fait bien, ça va marcher. Alors la bonne idée, c'est de se dire, ouais, j'ai du 1 sur t. J'aimerais bien avoir du 1 sur t carré, par exemple. Pas obligé que ce soit 1 sur t carré, mais au moins 1 sur t puissance quelque chose de plus grand. Si j'ai ça, j'arriverai à dire que ça converge grâce au critère de Riemann. Pour avoir du 1 sur t en partant, enfin, pour avoir du 1 sur t carré en partant de 1 sur t, qu'est-ce que je peux faire? En lien avec l'IPP? Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, mais je veux quelque chose en lien avec l'IPP. Quand on fait une IPP, qu'est-ce qu'on fait? On dérive une fonction, on fait une intégrale d'une autre. Bon, bah 1 sur t. Si je veux obtenir quelque chose en 1 sur t carré, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on dérive. On dérive 1 sur t. Et du coup, si je dérive 1 sur t, je vais faire une primitive de sinus de t. Ok? Alors très bien, faisons ça. Donc, intégrale de... Là, je vais faire de 1, tout simplement. Donc de sinus t sur t et t. Donc ici, ce qui joue le rôle de ce que je vais dériver, je crois que je vais appeler u de t, c'est 1 sur t. Et ce qui joue le rôle de la fonction où je vais chercher une primitive, c'est sinus de t. Dérivé. Ouais, donc je ne sais plus si c'est comme ça que j'écrivais les choses, mais c'est pas grave. Bref, dérivé de u. Je pense que je n'écrivais pas les choses comme ça. Je pense que je les écrivais plutôt. C'est sinus. Je ne sais plus comment je l'écris en fait. Là. Je suis en train de me poser des questions. Non, mais c'est juste une question de comment j'écris les choses, comment j'ai écrit les choses dans les notes de cours en fait. Après, moi je le fais, hein, je peux le faire même sans écrire ça, mais c'est juste que
Je me souviens plus comment je les ai écrits. Bref, donc V de t, primitif de sinus. Attention, hein, moins cos. Et dérivé de 1 sur t, moins 1 sur t. Et donc, oui, c'était comme ça que je le faisais. Ça doit faire un n. C'était comme ça, je voulais que ça fasse un n. Donc, on obtient crochet moins cosinus, je vais mettre sinus, moins cosinus de t sur t, calculé en 1 et en plus infini, moins intégrale de 1 à plus infini. Il me manque lui, donc 1. Ben, le moins et le moins vont se simplifier, je peux écrire cos de t sur t carré. Bon, et une IPP est licite, c'est-à-dire qu'elle permet de dire que deux intégrales sont de même nature, les deux convergentes ou les deux divergentes, si et seulement si le crochet converge. Donc c'est-à-dire si la limite, là maintenant, bon, le seul problème c'est en plus infini, si la limite quand je remplace le plus infini, la limite quand x tend vers plus infini de ce truc-là, ça tend vers une limite qui est finie. Donc il y a une limite qui existe et ça finit. Oui, il y a une limite qui existe et c'est fini. Bon, bah, vous remarquerez déjà qu'en 1, il n'y a pas de problème, hein, de toute façon. Et en plus infini, bah, c'est là où le gendarme vraiment est très utile. Et on est d'accord que ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc gendarme, ça tend vers 0. Donc ça veut dire que le crochet existe. Conclusion, cette intégrale converge, si et seulement si, cette intégrale converge. On l'avait appelée I celle-là, je vais l'appeler J celle-là. Donc I existe, si et seulement si, J existe. Pareil bébé. Et si les deux intégrales existent, eh bien l'égalité que je viens d'écrire est vraiment une égalité. Là, je me permets d'écrire égal, c'est vrai que normalement je devrais faire quand même un peu attention. Je vous embêterai pas beaucoup avec ça, si vous n'avez pas encore montré que ça converge. Juste ayez quand même en tête quand vous faites... Essayez d'avoir en tête que normalement vous n'avez pas encore d'égalité tant que vous n'avez pas montré que les deux convergent. Normalement, c'est... Parce que bah, s'il y en a une des deux qui n'existe pas, l'autre n'existe pas. Donc je ne peux pas écrire égal. Ça paraît un peu étrange. Bon, puis montrer que cette intégrale-là converge, là ça va être facile. Plus facile. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Ça va être plus facile parce que bah, si je pose G de t, donc égal sin de t sur t carré, encore une fois je peux dire qu'elle est continue. Encore une fois on commence par les choses qui ne posent pas de problème. 1 plus infini. Et puis maintenant si je regarde en plus infini, bah, je sais que cosinus de t sur t carré, si je fais la même technique que ce que j'ai voulu employer pour le sinus, ça je sais que c'est inférieur à 1 sur t carré. D'accord? Le sinus c'est plus entre moins 1 et 1. Par conséquent, je peux écrire que cosinus de t sur t carré, c'est un grand taux de 1 sur t carré. Quand t tend vers plus infini. Et là, cette fois-ci, on a une information, puisque cette fois-ci, on sait que l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur t carré dt converge. Donc, l'intégrale j converge. Donc ça, c'est par Riemann. Ok? Ça va ou je... Dites-moi. Quelque chose qui ne va pas? C'est assez clair? Ok. Bon bah voilà, bah, du coup je viens de montrer que l'intégrale, grâce à l'équivalence avec l'IPP, je viens de montrer que I converge. Puisque J converge. Et donc, conclusion,
l'intégrale de 0 à plus infini de sinus t sur t de t converge. Puisqu'on vient de montrer que 0 à 1 ça converge, 1 à plus infini ça converge, par chaque somme de deux trucs qui convergent, ça converge, tout va bien. Ça va? Et donc l'égalité que j'ai écrite, c'est bien une égalité. Alors j'aimerais juste faire une petite remarque. Enfin, il y aura une deuxième remarque qui suivra, mais c'est plus qu'une remarque. Il y a juste une petite remarque par rapport à ce calcul que j'aimerais faire tout de suite. Imaginons que, ok, vous vous dites j'ai réglé le problème en 0, mais je vais garder 0 et je vais faire l'IPP. C'est-à-dire qu'à la place de 1, je mets 0. Faisons l'IPP comme je l'ai écrit ici. Je ne fais pas. Faisons l'IPP. Par contre, je vais laisser un petit espace exprès. Et je vous invite à faire pareil. Intégrale. Donc, ça fera plus ici. 0 à plus infini de. J'ai laissé un petit espace, c'est pas pour rien. Et j'ai oublié de mettre ces 15. Là, j'ai mis un plus ici, en faisant rentrer le moins qui est là. D'accord? Vous pouvez comprendre ça comme ça. Ça va? Bon. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'IPP que je viens de faire est licite? Autrement dit, est-ce que le crochet converge tel que je l'ai écrit? La réponse ici est non. La réponse est non. En plus infini, ok, il n'y a toujours aucun problème. C'est gendarme. En 0, ça fait cosinus de 0, donc ça fait 1, d'accord, mais lui, 1 sur 0, pose problème. Ah. Mais il y a un moyen d'y remédier. Donc la première remarque, c'est ça. La première remarque, c'est que là, comme ça, l'IPP n'est pas autorisé. Et du coup, vous ne pouvez pas dire que lui converge si et seulement si lui converge. D'accord? Donc déjà, là, ce que j'ai écrit ici, c'est que l'IPP est illicite. Interdite. Car la limite, quand t tend vers 0 de moins cos t sur t, c'est donc moins infini. Quand t tend vers 0, t est positif. Et là, je vais utiliser une autre couleur. Car ce qui est bien avec les primitives, et c'est ce qu'on oublie un peu trop souvent, là je veux pointer du doigt quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est une primitive. Tout se joue à une constante près. Rien ne m'empêche de choisir une primitive où j'ajoute une constante, de façon à ce que tout marche. Bon bah là je vais vous donner la constante, puis on va vérifier que, bien là, que ça marche bien. Si j'avais mis 1 moins cos t, qui est aussi une primitive, on est d'accord que si je dérive, j'obtiens sinus. Toujours, parce que la dérivée de la constante, ça fait 0. Et bien là, oui. Avec le 1, IPP licite. Alors vérifions-le tout de suite. 1 moins cos t. Si je regarde quand t tend vers 0 et que je pense à faire des IPP, je me rendrai compte que c'est la même chose quand t tend vers 0 que t carré sur 2, ce petit taux de t carré. Je vous conseille de rejeter un coup d'œil au formulaire des dérivés, enfin des développements limités, pour vous en assurer. D'accord? Et du coup, dire ça, ça veut dire que 1 moins cos t, c'est équivalent à t carré sur 2. Ça aussi, c'était le principe d'Highlander. Je vous rappelle. Il ne reste qu'un. Vous allez surnommer le principe d'Highlander. Je mets des surnoms aux choses, c'est justement pour vraiment retenir le principe. Donc, j'ai ça, ok. Et puis maintenant, si je divise par t, là je vais le remettre en rouge. Si je divise par t, ça veut dire que je le divise par t.
Du coup, ça me donne t sur 2. Et t sur 2, ben, on peut donner une limite. Quand t tend vers 0, ça donne t sur 2 quand t tend vers 0, ça donne voilà. Et donc, que vous utilisiez les règles de l'hôpital ou que vous utilisiez cette histoire d'équivalence, vous conclurez que la limite quand t tend vers 0 de 1 moins cos t sur t, c'est égal à 0. Si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec les développements limités, mais bon, je vous conseille dans ce cas-là de rejeter un coup d'œil à tout ça. Avec la règle de l'hôpital, j'espère vous convaincre que ça marche. D'accord, le dérivé, ça va donner sinus sur 1. Sinus en 0, ça fait 0. Tout va bien. Okay, donc ça, voilà. Du coup, ça veut dire qu'en 0, ça converge. Et en plus, ça finit, ça converge toujours, puisque là, je suis toujours compris. Alors là, je vais être compris entre 1 et 2. Entre 0 et 2, pardon. Entre 0 et 2. Donc entre 0 et 2, divisé par t, ça tend vers 0. Tout va bien. Ok. Donc, le crochet converge, ça veut dire que lui converge, si et seulement si, lui converge. Et puis, on aurait pu faire le même raisonnement pour montrer que cette intégrale converge. En 0, on aurait du 1 demi. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là-bas, c'est le même boulot, vous le reprenez, c'est tout. Vous obtiendrez 1 demi. Et puis en plus infini, vous vous dites la même chose, c'est inférieur à 2 sur t carré. Donc c'est toujours un grand taux de 1 sur t carré. Donc le raisonnement est le même. D'accord? Si on a une intégrale qui est l'addition de deux intégrales qui convergent, donc l'intégrale elle converge. Mais si on a une intégrale qui est égale à une intégrale moins une intégrale, la première converge et la deuxième converge, est-ce que l'intégrale va converger? Je suis en train de dire que si tu as une intégrale qui s'écrit comme une qui converge moins l'autre qui converge, alors tout converge. C'est comme si lorsqu'on remplace le plus par le moins, est-ce que ça converge toujours? Ah, tu veux mettre un plus ici? Ouais, non, ça converge pas. Le plus entre les deux intégrales. Là? Si on le remplace. Ah là? Non, entre les deux intégrales. Ici, oui, si on remplace. Ça changera rien. Par le moins. Ça change. Là, il n'y a pas besoin de mettre un. Parce que là, le moins est absorbé. Enfin, si tu faisais la dérivée, c'est pour ça que j'ai mis le moins ici. Si tu fais la dérivée, on a vu que ça faisait moins cos ici. Enfin là, c'était la primitive, moins cos. Et ici, ça fait moins 1 sur t carré. Donc c'est le moins 1 sur t carré qui se retrouve avec le moins qui est ici, qui donne plus, si tu veux, quand tu dérives. D'accord? Mais qu'il y ait un plus ou qu'il y ait un moins ici, ça ne change absolument rien à l'affaire. Ça converge, ça converge, donc plus ça converge. Oui, oui. La somme de deux trucs qui convergent, ça donne un truc qui converge. Par contre, la somme d'un truc qui converge avec un truc qui diverge, ça fait un truc qui diverge. Et le truc où on ne sait pas du tout ce qui se passe, c'est si je fais un truc qui diverge avec un autre truc qui diverge. Là, c'est un très bon exemple. Si je regarde en 0, 1 sur t carré, ça diverge. Tout seul. Et puis cosinus sur t carré, ça diverge aussi tout seul. Pourtant, la soustraction des deux, ça donne un truc qui converge. Voilà, donc on ne peut pas s'amuser à dire que celui-là, c'est une somme de deux trucs qui convergent, ça ne marcherait pas. Ça va ou est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non? Ok. Bon, bah, je pense avoir fait essentiellement le tour des rappels. Je pense avoir dit tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'il y a des questions sur les rappels? Non? Alors je vais juste revenir maintenant sur un point important du cours 6. Qui explique l'intérêt de l'intégrabilité, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je vais donner le cours. C'était tous les résultats d'équivalence que j'ai donnés sont vrais, et vous pourrez remarquer que je l'ai écrit dans les notes. J'ai expliqué dans les notes. J'ai mis une note en bas de page. Il faut que cette histoire d'équivalence et tout ça, il faut que l'autre fonction soit toujours de même signe. C'est ça qui est un peu étrange. Donc, je vais l'écrire. Là, on est dans les compléments. 6. Et puis après, on va continuer, je vous rassure. Donc, je vais écrire la phrase que je me suis écrite. Donc, pour les propriétés de comparaison, donc quand je dis les propriétés de comparaison, c'est quand je disais, par exemple là je l'ai appliqué, quand je dis que ça c'est égal à grand taux de ça, et ça, c'est ça donne une intégrale qui converge,
Donc j'en déduis que lui il converge. C'est ça la propriété dont je parle par exemple. Okay. Ces propriétés sont vraies, mais à condition. Donc il faut que la fonction, là je vous réécris vraiment la phrase que j'ai écrite, pour moi, avec laquelle on compare, donc c'est-à-dire avec laquelle on dit que c'est équivalent, c'est un grand taux, ou c'est un petit taux comme ici, soit toujours du même signe. Donc j'ai écrit et de signe constant. Et ça donne de l'intérêt à l'intégrabilité. Car je vous rappelle, et ça je ne l'ai pas encore dit, mais dire qu'une fonction est intégrable sur un intervalle AB, c'est dire que son intégrale en valeur absolue converge. D'accord ? Je le rappelle, f intégrable sur AB ouvert équivaut à dire que l'intégrale de A à B de f de t en valeur absolue converge. Et donc mettre des valeurs absolues, ça veut dire qu'on regarde des fonctions qui ont toujours le même signe. Et les résultats de comparaison sont vrais si on regarde des fonctions du même signe, ayant toujours le même signe. D'accord? Donc c'est en cela que ça a un intérêt de regarder l'intégrabilité. La dernière fois, je me posais la question pourquoi on regarde l'intégrabilité, la réponse elle est là. Alors je vais faire un exemple pour vous montrer que en effet c'est très important de regarder le signe. Imaginons que je veux regarder l'intégrale. Alors ça serait l'intégrale de 0 à plus, de 1 à plus infini plutôt. L'intégrale de 1 à plus infini de sinus t sur racine de t plus 1 sur t. Ok. Alors je vais d'abord faire un premier truc. On va d'abord regarder l'intégrale de 1 à plus infini de sinus t sur racine de t. Regardons celle-ci. Et celle-ci, pour répondre si elle converge ou elle diverge, c'est exactement la même méthode que tout à l'heure, où il n'y avait pas la racine. C'est-à-dire, je vais faire une IPP. Et ici, l'IPP, c'est que je vais dériver la racine, le truc sur racine de t. D'accord? Alors, on est reparti. Donc, U de t, c'est 1 sur racine de t. V' de t, c'est sinus de t. Donc, la dérivée, ça me donne moins 1 demi 1 sur t racine de t. Je vous laisse le soin de vérifier que ça marche. C'est t puissance moins 1 demi, hein, sinon, encore une fois, tu peux utiliser ça. T puissance moins 1 demi, ça veut dire que dérivée, ça fait moins 1 demi fois t puissance moins 1 demi plus 1. Je ne vais pas écrire trop haut. T puissance moins 1 demi. Ça, c'est moins 1 demi fois t puissance moins 1 demi. Moins 1, voilà. C'est pas plus 1, c'est moins 1 quand on vérifie. Ok. Sinon, je vous laisse le soin de vérifier avec du 1 sur U si vous préférez. Ça viendra au même. Donc j'ai ça, et puis primitive de sinus, encore une fois, moins cos. Là, encore une fois, il n'y a pas de subtilité, je ne suis pas en train de regarder en zéro. D'accord, il n'y a pas de subtilité. Donc je vais pouvoir écrire crochet, cos t, moins cos t sur racine de t. Ah, je dis qu'il n'y avait pas zéro. Donc ça. Moins cos t fois moins 1 demi de ce truc-là. Bon, le moins se simplifie, donc il restera toujours ce moins. 1 plus infini. Et on va obtenir cos t sur 2t racine de t. Ça va? Dites-moi si je vais un peu vite. Je vais juste réappliquer encore une fois la formule d'IPP. Bon, le crochet converge ici. Si je calcule en 1, il n'y a aucun problème. Et si je regarde en plus infini, encore une fois, j'en ai. D'accord? Donc ça converge.
Du coup, ça veut dire que lui converge si et seulement si lui converge. Et lui, il converge parce qu'on peut encore faire. Ah. Ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2t racine de t. On est d'accord? Et du coup, je peux dire que cos t sur 2t racine de t, c'est un grand taux. Je peux oublier le 2. Remarquez que je n'ai pas dit un truc, hein, je vous ai dit, il faut toujours le dire, la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, je vais me rattraper, la fonction g de t, cos t sur 2t racine de t, est continue sur 1 plus infini. J'insiste vraiment là-dessus, hein, parce que commencez toujours par régler les problèmes où il n'y en a pas. Une fois que vous avez fait ça, on se concentre pour le reste. Donc, et ça, bah là, la puissance de t qui correspond ici, je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est exactement ça que j'ai écrite là. C'est-à-dire que là, on a t puissance 3 demi. Et 3 demi, c'est plus grand que 1. Donc ça veut dire que l'intégrale de 1 à plus infini t converge. Critère de Riemann. D'accord? Et là, la fonction par laquelle je suis en train de comparer, c'est bien une fonction qui est toujours positive. Hein. J'espère que vous êtes convaincus. Donc je peux bien appliquer la propriété de comparaison, comme je l'avais énoncé, et conclure que l'intégrale qui est ici converge. D'accord? Et donc, et du coup, vous devriez vous rendre compte de quelque chose, c'est que l'intégrale que j'ai écrite ici diverge. Pourquoi? Parce que vous avez ça qui converge, ça diverge par Riemann. D'accord? Donc lui, il diverge, parce que ça converge, ça diverge, donc diverge. Ok? Et maintenant, il est où la contradiction avec le fait que le signe doit être constant pour comparer les fonctions? Et bien la contradiction, elle est là. C'est qu'en fait, sinus de t sur racine de t plus 1 sur t, et bien c'est équivalent, en t tend à plus infini, à sinus de t sur racine de t. Et on trouve. Pour montrer qu'il y a équivalence, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer que la fonction divisée par l'autre fonction, si je regarde la limite, ça tend vers 1. Donc il faut que je regarde la limite, quand t tend vers plus infini, de sinus t sur racine de t, plus 1 sur t, divisé par sinus t sur racine de t. Et il faut essayer de montrer que cette limite vaut 1. Très bien. Je me retrouve donc avec limite, quand t tend vers plus infini, de 1 plus je suis en train de me demander ce que ça va venir. Donc ça va me donner racine de t sur t fois sinus de t. Ouais, je suis moyennement convaincu de ce qui va se passer, mais c'est pas grave. Donc on va avoir 1 plus 1 sur racine de t sinus t. Alors pourquoi je dis je suis moyennement convaincu? C'est parce que sinus de t, il va s'annuler en plein de valeurs. C'est ça qui me plaît moyen.
Sinus de t, il va s'annuler à chaque fois que je vais faire pi. Un multiple, enfin pi, oui c'est ça, les multiples de pi. Donc 0, pi, 2pi, 3pi, etc., etc. Donc du coup, je me demande si c'était un bon exemple là. Si c'était un bon exemple là. Là, à la limite de ce truc-là, on aurait envie de dire que ça tend vers 0, hein, parce que c'était le but, mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire tout de suite que ça tend vers 0. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Donc chacun des intervalles ouverts, bon, peut-être qu'on peut s'en sortir comme ça. Donc je vais essayer de le faire comme ça. Je vais essayer de le faire comme ça. Ah, je sais pas, non, ça va pas marcher parce que c'est pas vrai. J'allais dire ça va être inférieur. J'allais dire que ça va être inférieur à 1 sur npi, mais c'est pas vrai. Ouais, donc finalement cet exemple n'est pas super. Il n'est pas super parce qu'il change de signe de manière constante. Je crois qu'il y a une autre manière de dire que quelque chose est équivalent à quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'une autre manière que j'aurais pu faire. Voilà, je suis désolé, c'est du live, hein, c'est tout. Donc on va essayer autre chose. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Ce que je vais faire, c'est plutôt voilà. Je vais faire ça. Je vais plutôt faire ça. Comme ça, je n'ai pas le problème du sinus t là qui m'embête. En fait, c'est ça. D'accord ? Donc si je fais ça, là, ce qui va changer, c'est que j'ai donc limite. Ah, mais j'ai quand même sinus t qui traîne là. C'est chiant. Je l'écris quand même. 1 sur. Bon, il faut peut-être regarder morceau par morceau. Donc là, je vous l'ai écrit, c'est juste pour vous dire que voilà, bon, c'est une autre idée, mais ça ne marche pas. Parce que sinus de t en t, quand t tend vers plus infini, d'accord, il n'y a pas de limite. On ne fait qu'osciller entre moins 1 et 1. Donc je pense que le bon moyen, c'est de regarder ce qui se passe d'un côté et ce qui se passe de l'autre. Je pense que c'était en fait la meilleure chose à faire. Donc si je regarde ce qui se passe, donc je suis désolé, hein, c'est du live. Désolé, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais bon, si je regardais ce terme-là tout seul, ça je sais que ça fait limite quand t tend vers plus infini de 1 sur racine de t. Et ça, je peux dire que ça tend vers 0. On est d'accord? Donc du coup, ça me permet de dire, et je pense que c'est comme ça qu'il fallait le faire. Et donc ça veut dire que 1 sur t, c'est bien un petit taux de 1 sur racine de t. Donc quand t tend plus infini. Et puis, sinus de t sur racine de t, vous savez que c'est un grand taux de 1 sur racine de t. Donc, et que c'est pas un petit taux de 1 sur racine de t, puisque la division des deux ne tend pas vers 0. Il n'y a pas de limite. Ça ne tend pas vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, finalement, ce que j'ai là, c'est un peu comme si je pouvais écrire un dl en disant, ça c'est la même chose que sinus t sur racine de t plus un petit taux de 1 sur racine de t.
Voilà. C'est comme ça que je peux m'en sortir. En plus infini. En plus infini. Là, je peux m'en sortir. Alors maintenant que j'ai dit ça, là, vous pouvez appliquer le principe d'Highlander. Parce que vous avez quelque chose qui est assez fort par rapport à quelque chose qui est un petit tout. Donc le sinus de t sur racine de t est fort au sens où je ne peux pas dire que c'est négligeable par rapport à sur racine de t, c'est pas vrai. Je peux dire que c'est un grand taux, mais je ne peux pas dire que c'est un petit taux. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus faible, racine de t. D'accord? Donc là, le principe d'Highlander me permet. Bon, c'est un Highlander généralisé, hein. Un peu plus général quand même, parce que c'est pas juste Highlander comme dans le DL. C'est un Highlander quand même, parce que vous avez un terme qui est plus fort qu'un autre. Quand on fait des équivalents, c'est le terme le plus fort qui reste. Encore une fois. Comme pour les DL, c'est le terme le plus fort qui reste. Je suis peut-être pas un des plus convaincants là-dessus, hein, je peux comprendre, parce que c'est pas une méthode générale, hein, et que la limite avec les équivalents ne fonctionne pas aussi bien. Donc bon, je peux comprendre que là... Il faudrait que je revoie l'exemple. Ouais. Bon, je reverrai, je vais dire ça, je vais revoir, tant pis. Je le repréparerai. Non, ouais, tant pis, je vais m'arrêter sur ça, mais je vais m'arrêter sur ça par rapport à ce que je raconte là, parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter, étant donné que je suis en train d'improviser, donc c'est pas la peine. Donc j'y reviendrai sur le PDF, j'y reviendrai la semaine prochaine. Ou après la pause. Bref. Donc désolé, hein. Je pensais que ça marchait mieux que ça, mais ça marche pas aussi bien. J'aurais dû le préparer mieux que ça. Bon, je vais terminer en tout cas avec les compléments. Je voulais juste parler de ça, du fait qu'il faut vraiment que le signe soit constant. C'est ça que je veux que vous ayez en tête. Bon, alors maintenant, là on est sur la suite. Et donc, chose promise, chose due, je vous ai montré que l'intégrale de Dirichlet converge. Je vais vous montrer que la fonction n'était pas intégrable. Donc on a vu que l'intégrale de 0 à plus infini de sinus t sur t dt converge. Or, f de t égale sinus t sur t n'est pas intégrable. C'est un plus. Bon, je m'avais dit un plus parce que vous avez compris qu'en 0 ça fait 1. J'espère que vous avez convaincu en disant que je prends la limite comme ça va. Bon, et bien pour montrer ça, il faut que je m'intéresse à ce qui se passe pour l'intégrale de 0, et là, bon, 0, je laisse 0 comme je l'ai dit, il n'y a aucun problème, de 0 jusqu'à n fois pi, valeur absolue de sinus n, de sinus t sur t. Pourquoi je regarde n sur pi? Je pourrais mettre x et essayer de montrer que la limite diverge, mais si je mets x tout court, montrer que la limite diverge, c'est peut-être pas trop facile à manipuler. Autant que j'arrive à montrer que ça diverge pour une suite de valeurs qui tend vers plus infini. Et une suite de valeurs qui tend vers plus infini, par exemple n fois pi, quand n tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais essayer de montrer que ça, donc la suite, diverge. Si on arrive à montrer ça, on a gagné. On a réussi à montrer que l'intégrale diverge, parce que du coup ça veut dire que la limite, si vous remplacez par x, elle n'existe pas. Ou elle vaut plus infini. Ici, on va en fait montrer que c'est plus infini. Ce qui peut paraître étonnant quand même. Alors, je vais partir juste d'un truc, qui est le suivant, à l'aide d'un petit sac Trigo. Alors, je ne vais pas faire tout le cercle, je vais faire une partie du cercle qui m'intéresse. Si je regarde tout ce qui se passe entre
là j'ai le choix. Je choisis quoi, pi sur 4? Ouais. Je vais regarder, ici, là j'ai pi sur 4. Et puis voilà, il y a aussi pi sur 4, donc ça veut dire que ça fait 3 pi sur 4, le deuxième angle. On est d'accord que si je regarde le sinus d'un angle compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4, le sinus de l'angle est plus grand que racine de 2 sur 2, qui est la valeur que j'obtiens en pi sur 4. Donc, via ce dessin que je viens de faire, je vais expliquer que pour tout t dans l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4, la valeur absolue du sinus de t est supérieure ou égale à racine de 2 sur 2. J'aurais pu faire un autre choix, vous allez comprendre très vite pourquoi. J'aurais pi faire pi sur 3, pi sur 6, j'aurais pu... peu importe. Là, j'ai choisi de faire pi sur 4. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que valeur absolue de sinus de t, c'est une fonction qui va être pi périodique. En effet, si vous faites sinus de pi plus t, nous avons vu, hein, c'était dans les formules trigo, que ça fait moins sinus de t. Mais la valeur absolue fait que moins quelque chose, valeur absolue de moins quelque chose, c'est valeur absolue du quelque chose. Je peux oublier le moins. Donc j'ai bien réussi à montrer que f de pi plus t, c'est la même chose que f de t. Donc j'ai bien que la fonction, on peut appeler h pour changer, est pi périodique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que l'inégalité que j'ai écrite ici, elle est vraie si j'ajoute pi. Donc si j'ajoute pi ici, si j'ajoute 2 pi ici, si j'ajoute 3 pi ici, etc. Donc on déduit que pour tout k, et je vais mettre dans z parce que je peux ajouter mais je peux aussi enlever si je veux, pour tout k dans z, et pour tout t dans l'intervalle du coup k pi plus pi sur 4, jusqu'à k pi plus 3 pi sur 4, eh bien on a toujours l'inégalité valeur absolue du sinus de t supérieure ou égale à racine de 2 sur 2. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Ou est-ce que jusque-là, il y a un problème? Non, pas de problème? Dites-le. Hein. Dites-le. Bon. Je vous fais la remarque aussi que la fonction qui est dans l'intégrale, puisque j'ai mis des valeurs absolues, elle est positive. Par conséquent, l'intégrale de 0 à n fois pi de ce truc-là, ben je sais que c'est supérieur ou égal à intégrale. Alors, je ne vais peut-être pas faire supérieur ou égal tout de suite. D'abord, je vais dire que c'est égal. Et je vais utiliser les relations de Chasles, donc 0 à pi. On rappelle que les relations de Chasles permettent de découper l'intervalle sur lequel on intègre. Donc là, j'écris juste les bandes pour vous montrer ce que je fais. N-1, pi, N, pi. D'accord, donc ça c'est Chasles. Ça, je peux l'écrire sous la forme d'une seule somme. Somme, k allant de 0 à n-1, n-1, intégrale de... C'est pas k-1, c'est k fois pi, c'est k plus 1. Ça, c'est la notation somme qu'on a déjà vue ensemble. D'accord? Alors là, c'est à ce moment-là, je mets plus d'égal. Là, c'est supérieur ou égal. Alors, faire une intégrale d'une fonction positive sur un intervalle que je veux faire plus petit. Parce que là, mon but, c'est de me ramener à utiliser ça. C'est-à-dire que je vais écrire ça pour k allant de 0 à n-1, intégrale de k
pi plus pi sur 4 à k plus 1 pi. Alors, c'est du k plus 1 pi, mais ça va être k plus k pi plus 3 quarts de pi. Faire une intégrale d'une fonction positive sur un intervalle plus petit. Petit dessin, on vous encourage. Sinus à chaque pi, ça fait 0, hein, d'accord? Ben, on est d'accord que si je fais l'intégrale, donc ici, pi sur 4, 3 pi sur 4, on est d'accord que si je fais l'intégrale de pi sur 4 à 3 pi sur 4, c'est plus petit que si j'avais fait l'intégrale entre 0 et pi. Jusque-là, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il y a une partie d'air que je ne vais pas compter. D'accord? Donc je me retrouve avec ça. Et puis valeur absolue de sinus de t, je viens de dire que c'était supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Du coup, je peux faire la chose suivante. Ça va être supérieur ou égal à somme pour k allant de 0 à n moins 1, racine de 2 sur 2 fois intégrale de k pi plus pi sur 4, k pi plus 3 pi. Oh, il n'y a plus de sinus. 1 sur t. Je vois qu'il y en a qui se font tout le monde. Juste derrière toi. Je pense que c'est ça, juste derrière toi. Ah, on sent que le lundi, c'est dur. C'est dur. Je suis une lavarde de l'assassiné avec du calcul lundi soir. C'est pas moi qui fais l'emploi du temps. Il faut râler en près du cap, hein. C'est pas moi. Bon, et là, ce que je vous montre là, vous n'aurez pas besoin de retenir. C'est juste pour vous montrer essentiellement qu'il peut exister des intégrales pour lesquelles l'intégrale converge, mais avec les valeurs absolues, ça diverge. C'est pour vous éviter de faire des erreurs en disant que... D'accord? Juste des erreurs de raccourci mental. Donc la technique que je suis en train de déployer entièrement ici, je ne vous la demanderai pas. Je suis juste en train de faire un truc. Non mais... Je vous rassure tout de suite. C'est juste pour vous montrer. Et pour vous montrer aussi des techniques de calcul d'intégrale. On est là pour ça. Hein. D'accord? Donc, voilà. Et là, je veux vous montrer comment on peut montrer qu'une intégrale diverge. Ce qui n'est pas toujours facile, justement, de montrer qu'une intégrale diverge. Là, voilà un exemple. Donc, alors maintenant, le 1 sur t. Bon, là, vous avez le choix. Vous me dites, allez, je fais ln. Mais ln, ça va être un peu chiant pour essayer de montrer que la série diverge. Alors moi, ce que je vais plutôt dire, c'est que 1 sur t, c'est une fonction décroissante. D'accord? Du coup, la valeur la plus petite que je peux prendre, c'est la valeur maximale de t, en prenant la valeur maximale de t. D'accord? Fonction décroissante, hein. Fonction décroissante, c'est tout. Fonction décroissante, on est d'accord que si je prends si je veux une valeur minimale de la fonction sur un certain intervalle, il suffit que je prenne la valeur de t maximale sur cet intervalle. Ici, la valeur de t maximale, c'est celle-ci. D'accord? Donc j'en ai vu que ça va être supérieur ou égal, somme k allant de 0 à n-1 de racine de 2 sur 2, intégrale toujours de... Et cette fois-ci, la fonction que je vais mettre à l'intérieur, je vais juste mettre t. Donc, k pi plus 3 pi sur 4. Et ici, je mets 1 sur k pi plus 3 pi sur 4. Je rappelle que si j'ai une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g sur un intervalle, alors l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. D'accord? Bon, puis là, c'est une intégrale d'une constante. Intégrale d'une constante sur un intervalle, c'est donc la longueur de l'intervalle fois la constante. Si vous préférez, constante fois x, remplacez x par la valeur, faites la soustraction, vous trouverez la même chose. Donc ceci me donne... Allez, on y est presque. K allant de 0 à n-1 de racine de 2 sur 2 fois
La longueur de l'intervalle, c'est pi sur 2. Si vous faites la soustraction de ces deux-là, ça fait pi sur 2. Pi sur 2 fois 1 sur k pi plus 3 pi sur 4. Puis là, si vous voulez vous amuser, vous pouvez vous amuser à simplifier des choses. Ok? Mais c'est pas ce que je vais faire. Là, tout ce que je vais faire, c'est exactement ce qu'on fait pour les séries. Si je veux savoir que ça converge ou ça diverge, je vais regarder les équivalents de ce truc-là. Et là, un équivalent, il y en a un très simple. Donc c'est notamment l'équivalent de lui que je veux. Quand k tend vers plus infini, l'équivalent, il faut regarder la somme en bas, et la somme en bas, l'équivalent de la somme en bas, c'est juste le terme k qui reste. On est d'accord, hein. Quelque chose qui tend vers plus infini plus une constante, c'est bien le truc qui tend vers plus infini qui est plus fort. Donc, on se retrouve avec ça, alors pi sur 2, racine de 2 sur 2, donc les pi, vous pouvez les simplifier si vous voulez vous amuser. Et ce qui est surtout important, c'est que là, vous vous retrouvez avec une série sous la forme de 1 sur k avec une constante. Mais la série d'1 sur k, vous savez que... Oui, je l'ai entendu, allez hop, ça diverge. Le terme de Riemann, encore et toujours lui, mais cette fois-ci sur les séries. Chose qu'on va démontrer un petit peu plus tard dans le cours. Donc, si cette série diverge, vous remontez, hein, vous êtes en train de dire que cette intégrale-là est supérieure ou égale à quelque chose qui diverge. Donc cette intégrale-là diverge. Et vous pouvez même dire que la limite c'est plus infini. Puisque c'est une intégrale d'un truc positif, ça peut ne faire que croître, hein, ça ne peut pas s'amuser à osciller. Donc voilà, là je viens de vous donner donc un exemple avec toute la technique qu'elle engendre. Je viens de vous donner un exemple d'une intégrale qui est ici l'intégrale de Dirichlet, qui converge, alors que si je mets des valeurs absolues, ça diverge. Ce qui est quand même... D'accord? Très intriguant. J'espère. Donc voilà, alors toute la technique que je viens de vous sortir, c'est pas la peine de la retenir, mais je voulais juste vous montrer un exemple pour que vous évitiez de faire un raccourci mental en disant convergence c'est la même chose que intégrale. Non. D'accord? Bon, je vais pouvoir enfin passer à la deuxième partie de ce cours. Maintenant que j'ai fait tout ça, parce que là, ça me permettait. Ce qui est bien avec cette technique de calcul, c'est que vous voyez l'intérêt d'étudier les séries avec les intégrales. Et donc, en effet, qu'il y a quelque chose vraiment très important à faire entre ces deux trucs. Ça me permet donc de faire la transition, de passer maintenant à la comparaison série intégrale, qui est donc la deuxième partie de ce cours. Alors, comparaison série intégrale. Et là, je vais vous faire rager sur votre devoir 1. Pourquoi je vais vous faire rager sur votre devoir 1? Parce que je vais refaire la preuve que la série des 1 sur 4 diverge. Et je vais même montrer avec le truc avec le ln de t, là, le ln de n qui intervenait à la fin. C'est en ça que je vais vous faire rager. Parce que vous allez voir que la technique avec les intégrales, ça va être quand même bien sympatoche. Alors je vais quand même d'abord, avant de me lancer, avant de faire le truc sur 1 sur t jusqu'au bout, je vais d'abord essayer de vous expliquer la technique générale. Comme ça, on se met bien d'accord avec ça. Et là j'entends l'alarme, donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite, je vais devoir faire le pause. J'aimerais vous expliquer la technique générale avant, donc je vais peut-être préférer faire une pause maintenant. Je vais vous expliquer la technique générale d'abord. Une fois que je vous aurai expliqué la technique générale, je vous fais le truc sur 1 sur t, je vous fais le truc sur de 1 sur k, puis 1 sur k carré, et puis après je vous fais la preuve que le critère de Riemann série peut se trouver avec le critère de Riemann intégral. Et on pourra même dire davantage. C'est ça qui est vachement cool avec cette technique. Voilà, bon bah sur ce pause alors.